Nicolas Flamel. Article. Discussion. Lire. Modifier. Modifier le code. Voir l'historique. Wikipédia. Article de qualité. Vous lisez un article de qualité. Page d'aide sur les redirections. Pernel Flamel redirige ici. Pour l'article homophone, voir Pernel. Page d'aide sur l'homonymie. Pour les articles homonymes, voir Nicolas et Flamel, homonymie. Les deux visages de Nicolas Flamel, en pieux donateur tel qu'il s'était fait représenter en 1402 sur le portail de Sainte-Geneviève des Ardents, gravure de l'histoire critique de Nicolas Flamel et de Pernel sa femme de l'abbé Villain en 1761, et en alchimiste dans le portrait romantique de la galerie historique des célébrités populaires, 1840. Nicolas Flamel, vers 1330 ou 1340, peut-être à Pontoise 22 mars 1418 à Paris, est un bourgeois parisien du XIVe siècle, écrivain public, copiste et libraire juré premièrement. Sa carrière prospère, son mariage avec Pernel, une veuve ayant du bien, et ses spéculations immobilières lui assurèrent une fortune confortable, qu'il consacra, à la fin de sa vie, à des fondations et constructions pieuses. Cette fortune, que la rumeur amplifia, est à l'origine du mythe qui fit de lui un alchimiste ayant réussi dans la quête de la pierre philosophale permettant de transmuter les métaux en or. À cause de cette réputation, plusieurs traités alchimiques lui furent attribués, de la fin du XVe siècle au XVIIe siècle, le plus célèbre étant le livre des figures hiéroglyphiques paru en 1612. Ainsi, le plus populaire des alchimistes français ne fit jamais d'alchimie de biographie. Enluminure de l'entrée de la reine Isabeau de Bavière à Paris. L'entrée de la reine Isabeau de Bavière à Paris en 1389, manuscrit enluminé du XVe siècle, British Library. Pour un personnage de l'époque n'appartenant pas à la noblesse, une documentation relativement importante existe sur Nicolas Flamel III, les actes de la paroisse de Saint-Jacques-la-Boucherie, réunis au XVIIIe siècle, divers documents personnels de lui et de sa femme dont son testament, ainsi que des descriptions et des illustrations, postérieures à sa mort, des bâtiments et monuments religieux qu'il fit bâtir. Flamel écrivain public et libraire juré. Nicolas Flamel naquit vers 1340, plutôt que vers 1330 comme souvent indiqué quatrièmement, peut-être à Pontoise à 7 lieues de Paris cinquièmement. Il échappa dans sa jeunesse à la peste noire de 1348, qui emporta entre un tiers et la moitié de la population européenne. Sa vie s'écoula à Paris pendant la guerre de 100 ans, de la bataille de Crécy en 1346 à celle des Azincourt en 1415. Il dut assister en 1389, avec tous les bourgeois de Paris vêtus de rouge et vert, à l'entrée à Paris de la reine Isabeau de Bavière, et il vécut peu avant sa mort en 1418, les troubles parisiens de la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon et la révolte des Cabochiens, 1413, sixièmement. À partir du XIIIe siècle, la fondation des universités mais aussi le développement de la littérature profane et de la lecture dans la noblesse et la haute bourgeoisie entraîna la constitution d'ateliers laïques de copie et d'enluminure, qui étaient jusqu'alors l'apanage des monastères. Ils se constituèrent dans les grandes villes, et tout particulièrement à Paris septièmement. Plan de 1552 représentant le Paris de Nicolas Flamel, de sa maison au coin de la rue de Marivaux et de la rue des Écrivains au cimetière des Innocents. Le Paris de Nicolas Flamel, de sa maison au coin de la rue de Marivaux et de la rue des Écrivains au cimetière des Innocents. Plan de Trochet et Waillot, 1552, dit plan de Bâle. Il commença à Paris une carrière de copiste et d'écrivain public, dans une petite échoppe adossée à l'église Saint-Jacques-la-Boucherie 8, dans la rue des Écrivains. Il était peut-être le frère aîné, ou un parent, de Jean Flamel, secrétaire et bibliothécaire du grand bibliophile Jean Ier de Berry, celui des très riches heures du duc de Berry, T1,9. Il acheta par la suite une maison en face de l'échoppe, au coin de la rue des Écrivains et de la rue de Marivaux, renommée rue Nicolas Flamel en 185 110, dans laquelle il habita et installa son atelier, à l'enseigne de la Fleur de Lys septièmement. Cette maison, décorée de gravures et d'inscriptions religieuses, et de la maxime chacun soit content de ses biens, qui n'a suffisance il n'a rien, témoigne de l'aisance alors acquise par Flamel, sans que celle-ci, par comparaison avec d'autres demeures bourgeoises bien plus luxueuses de l'époque, semble avoir été exceptionnelle. 11.
La rue de Rivoli, bien plus large, recouvre aujourd'hui la rue des Écrivains, l'emplacement de la maison de Flamel et la majeure partie de l'église, dont il ne reste que la tour Saint-Jacques, construite au début du XVIe siècle, un siècle après la mort de Flamel. Probablement après 136-1812, il devint libraire juré parce qu'il dut prêter serment à l'Université de Paris. 13. Membre de la catégorie privilégiée des libraires, parcheminiers, enlumineurs, écrivains et lieurs de livres, tout genre de métiers appartenant aux diverses sciences et connus au Moyen Âge sous l'appellation générique de clerc. Il dépendait de l'université et non de la juridiction du prévôt de Paris, comme les autres marchands 14. Ils sont notamment exemptés en principe détail, impôt direct. Flamel essaya d'ailleurs en 1415 de faire valoir ce privilège pour éviter de payer une taxe 15. Nicolas Épernel. Enluminure du portail de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie. Portail de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, financé en 1389 par Nicolas Flamel, et sur lequel il s'était fait représenter avec son épouse. Vers 1370, il épousa une femme 2 fois veuve, Pernelle 16, et en 1372 ils se firent devant notaire un legs mutuel de leurs biens, donne qui fut renouvelé à plusieurs reprises, et qui excluait de l'héritage de Pernelle sa sœur et les enfants de celle-ci 17. Eux-mêmes sans enfants, les deux époux Flamel commencèrent à financer des œuvres et constructions pieuses. Afin de vider les fosses du cimetière des Innocents, les bourgeois de Paris firent construire tout autour, au XIVe siècle et XVe siècle, des charniers où les ossements exhumés étaient entassés et mis à sécher, en hauteur, au-dessus d'arcades. En 1389, Nicolas Flamel fit construire et décorer l'une de ces arcades, du côté de la rue de la Lingerie, où se trouvaient également des échoppes d'écrivains publics. Y étaient gravés, autour d'un homme noir figurant la mort, les initiales de Nicolas Flamel en lettres gothiques, un poème et des inscriptions religieuses, Escripture pour esmouvoir les gens à dévotion selon Guibert de Metz dans sa description de Paris, 1434, 18. La même année, il finança la réfection du portail de Saint-Jacques-la-Boucherie, en s'y faisant représenter en prière avec sa femme, au pied de la Vierge Marie, de Saint-Jacques et de Saint-Jean. Pernelle mourut en 1397. Juste avant sa mort, sa famille essaya de faire annuler le legs mutuel entre les époux. Il s'ensuivit un procès entre les héritiers de la sœur de Pernelle et Nicolas Flamel que ce dernier finit par gagner 19. Après la mort de son épouse, il continua à financer des constructions dévotes, et s'engagea dans des investissements immobiliers à Paris et dans les alentours. En 1402, il fit reconstruire le portail de l'église Sainte-Geneviève-la-Petite, qui était située sur l'île de la Cité, le long de la rue Neuve-Notre-Dame, sur l'emplacement de l'actuelle parvis Notre-Dame, place Jean-Paul II. Elle fut appelée Sainte-Geneviève des Ardents à partir du début du XVIe siècle et détruite en 1747. Sa statue, en robe longue à capuchon, et avec l'écritoire, symbole de sa profession, fut placée dans une niche à côté du portail 20. En 1411, il finança une nouvelle chapelle de l'hôpital Saint-Gervais, qui était en face de l'église Saint-Gervais, et semble avoir contribué aux réfections des églises Saint-Côme et de Saint-Martin-des-Champs. En 1407, il fit élever un tombeau pour Pernelle au cimetière des Innocents, sur lequel il fit graver une épitaphe en Wurst. Deuxièmement, dessin de l'arcade du petit charnier du cimetière des Innocents. L'arcade du petit charnier du cimetière des Innocents, bâti par Nicolas Flamel en 1407, dessin de Charles-Louis Bernier en 1786. La même année, il fit construire une nouvelle arcade, celle qui allait principalement retenir l'attention des alchimistes, cette fois du côté du charnier de la rue Saint-Denis, et la fit décorer de sculptures. Il y était à nouveau représenté avec sa femme, en prière au pied du Christ, de Saint-Pierre et de Saint-Paul, entouré d'anges, et avec ses initiales NF dans des écritoires. Au-dessous, se trouvait une frise de 5 bas-reliefs représentant diverses figures religieuses conventionnelles, un lion ailé, des anges, une scène de résurrection, 2 dragons combattants, etc. Au-dessous encore, 3 panneaux représentaient le massacre des Innocents, qui avait donné son nom au cimetière. L'iconographie de ces sculptures est similaire à celle d'autres monuments funéraires du cimetière des Innocents 21. Ces constructions et ornementations étaient courantes à l'époque. En 1408, le duc de Berry fit sculpter sur le portail de l'église du cimetière le dit des 3 morts et des 3 vifs.
En 2423 à 1424, il fit peindre la grande fresque de la danse macabre, sur les arcades du Charnier Sud, le long de la rue de la Ferronnerie. En 1786, lors de la destruction complète du cimetière des Innocents, plusieurs dessins en furent réalisés par Charles-Louis Bernier, de 1755 à 1830, dont l'arcade de Flamel 22. Photo de l'auberge Nicolas Flamel. La maison de Nicolas Flamel ou maison au Grand Pignon, au 51, rue de Montmorency, aujourd'hui auberge Nicolas Flamel. Toujours en 1407, Flamel fit construire plusieurs maisons destinées à accueillir les pauvres, et sur lesquelles on voyait quantité de figures gravées dans les pierres avec un N et un F gothique de chaque côté 23. La plus connue, et la seule qui existe encore aujourd'hui, est la maison de Nicolas Flamel, aussi dite au Grand Pignon, rue de Montmorency, aujourd'hui au No 51. Outre les initiales de Flamel et diverses figures dont des anges musiciens, elle porte l'inscription « Nous Méfims laboureurs de mourants ou porche de cette maison qui fut faite en l'an de grâce 1407 Sams tenu chacun endroit ça et dire tous les jours une paternostre et un Ave Maria en priant Dieu que sa grâce fasse pardon aux pauvres pécheurs trespassés Amen. » Baptisée aujourd'hui maison de Nicolas Flamel, bien que rien n'indique qu'il y ait jamais habité, elle est réputée être l'une des plus anciennes demeures de Paris. Flamel possédait en outre un certain nombre de maisons à Paris et dans les villages environnants, certaines lui rapportant des rentes, mais d'autres abandonnées et en ruine 23. Avec le succès de son activité de copiste et de libraire, et l'apport de sa femme Pernelle, 2 fois veuve avant de l'épouser, ses investissements immobiliers, faits dans le contexte de dépression économique de la guerre de 100 ans, ont probablement contribué à sa fortune 24. Pierre tombale et testament. Photo de la pierre tombale de Nicolas Flamel. Pierre tombale de Nicolas Flamel, 1418, Paris, musée de Cluny. Il mourut le 22 mars 1418, et fut enterré à l'église Saint-Jacques-la-Boucherie où sa pierre tombale fut installée sur un pilier au-dessous d'une image de la Vierge. L'église fut détruite à la fin de la période révolutionnaire, vers 1797. La pierre tombale fut cependant conservée, et rachetée par un antiquaire à une marchande de fruits et légumes de la rue Saint-Jacques-la-Boucherie, qui l'utilisait comme étal pour ses épinards 25. Rachetée en 1839 par l'Hôtel de Ville de Paris, elle se trouve actuellement au musée de Cluny 26. Feu Nicolas Flamel, jadis écrivain, a laissé par son testament à l'œuvre de cette église certaines rentes et maisons, qu'il avait fait acquises et achetées à son vivant, pour faire certains services divins et distribution d'argent chaque an par aumône touchant les 15-20, l'Hôtel-Dieu et autres églises et hospitaux de Paris. Soit prié ici pour les trépassistes. Troisièmement, ses ossements, ainsi que ceux de son épouse Pernelle inhumés avec lui, sont alors transférés aux catacombes de Paris 27. Le nombre et le caractère ostentatoire de ses fondations pieuses, en fait relativement modeste, et l'accumulation dans son testament, conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, 28 de legs de montant peu élevé ont probablement contribué à amplifier l'importance de sa fortune dans la mémoire de l'époque 29. Peu après sa mort, Guibert de Metz dans sa description de la ville de Paris, 1434, parle de Flamel comme elle escrite 20 qui faisait attendre au mosné des hospitalités et fit plusieurs maisons aux gens de Mestieurs de Mourois en bas et du loyer qu'il paie, est-toi soutenu pauvre laboureur en haut. Et dès 1463, lors d'un procès concernant sa succession, un témoin disait déjà que Flamel est-toi en renom des estres plus riches de moitié qu'il en est-toi 29. C'est dans ce contexte qu'apparut la rumeur qu'il avait dû sa richesse à la découverte de la pierre philosophale des alchimistes, capable de transformer les métaux en or. La légende de l'alchimiste. Comment on devient alchimiste? Le mythe de Nicolas Flamel alchimiste est le résultat de plusieurs phénomènes de la tradition alchimique. Tout d'abord, à partir du XVe siècle, la croyance en l'origine alchimique de certaines fortunes bourgeoises du Moyen Âge, outre Flamel, le plus connu, ce fut le cas de Jacques Coeur, c. de 1400 à 1456, 30, de Nicolas Levallois, c. 1495 c. 1542, la plus grosse fortune de Caen et fondateur de l'hôtel des Escoville, 31, ou encore du marchand allemand Sigmund Wen, de c. de 1395 à 1469, 32. Ensuite la pseudépigraphie,
par laquelle on attribua des traités alchimiques à des autorités antiques, Aristote, Hermès Trismégiste, etc., ou médiévales, Albert le Grand, Thomas d'Aquin, Raymond Lulle, Arnaud de Villeneuve, pour compenser la marginalité d'une discipline qui ne fut jamais vraiment intégrée au savoir universitaire vanneuf. Enfin, avec la Renaissance, le recours au langage allégorique et au symbolisme pictural devient systématique dans les textes alchimiques. Cela entraîne, à partir du milieu du XVIe siècle, une exégèse alchimique qui recherche un sens caché tant dans les textes bibliques que dans les récits de la mythologie gréco-romaine, notamment la légende de la Toison d'or, et enfin dans les décorations symboliques de l'architecture médiévale vanneuf. La plus ancienne trace de cette légende est un texte de la fin du XVe siècle, le livre Flamel 33, qui est en fait la traduction française d'un traité en latin du XIVe siècle, le Flas Florum, la fleur des fleurs, attribué alors à Arnaud de Villeneuve 34. Ce texte connut une certaine diffusion, et une version courte en fut traduite en anglais au milieu du XVIe siècle 35. D'autres traités furent attribués à Flamel au cours du XVIe siècle 36. C'est notamment le cas du livre des Laveurs, qui est en fait la traduction française du Rosarius, traité latin du XIVe siècle de l'alchimiste anglais John Dastin 37, sur un manuscrit du XVe siècle 38, le nom du possesseur a été gratté et remplacé par celui de Flamel 39. Enluminure des deux dragons. La figure des deux dragons, à l'origine de l'interprétation alchimique de l'Arcade de Nicolas Flamel, à qui l'on attribua le poème du sommaire philosophique. Ces deux spermes-là, sans double tense, ont figuré par deux dragons. Ou se Penspire, se dit-on, l'un ayant des ailes terribles, l'autre sans ailes, fort horrible. Le dragon figuré sans ailes. Et le soulfre, la chose est telle, lequel ne s'envole jamais. Du feu, voilà le premier mai. L'autre serpent qui elle porte, c'est argent vif, que vent emporte. Qui est semence féminine, fecte d'eau et terre pour mine. Pourtant au feu point ne demeure. Inz s'envole qu'en voit son heure 40. Dans le même temps apparaît l'idée qu'un sens alchimique est caché dans les figures allégoriques religieuses qui ornent les arcades du cimetière des innocents. La première trace se trouve dans le livre de Antiquité Veritatis Chemicae, de l'Antiquité et de la vérité de l'art chimique, 1561, de l'alchimiste Robert Duval, traité qui sera placé en tête du premier volume de la grande anthologie alchimique le Theatrum Chemicum de 1602. À cette catégorie de fiction appartient l'énigme de Nicolas Flamel, qui figure deux serpents ou dragons, l'un ailé, l'autre non, et un lion ailé, etc. Cette idée se retrouve également dans des commentaires en prose de la seconde moitié du XVIe siècle du poème Le Grand Olympe, qui fait une interprétation alchimique des Métamorphoses d'Ovide, 41. Toujours en 1561, Robert Duval, dans son recueil de poèmes alchimiques de la transformation métallique, 3 anciens tractés en rythme François, attribua à Flamel le sommaire philosophique, sans doute parce qu'il présentait également le motif des deux dragons, le dragon étant un des principaux symboles alchimiques, 41. Le poème, qui s'adresse à qui veut avoir la cognoscence baroblique des métaux et vraie science baroblique comment il faut transmuer baroblique et de l'un à l'autre muer 42, reprend la théorie alchimique classique qui veut que tous les métaux soient composés de deux spermes, le soufre, fixe et masculin, et le mercure, vif argent, volatile et féminin. La légende fut reprise plusieurs fois de 1567 à 1575 par l'influme de saint Paracelsien Jacques Gohary 43. Il s'y mêla alors un des topos les plus éculés de la littérature alchimique depuis la table d'émeraude, et qui convenait bien au libraire Flamel, la découverte d'un ancien livre contenant le secret de la pierre philosophale 44. C'est tout d'abord Noël Dufay qui l'introduisit en 1578 en citant, à l'appui des guérisons miraculeuses de Paracelse, les plus célèbres alchimistes parmi lesquels Nicolas Flamel, parisien, lequel de pauvre escrivain qu'il est toi, et ayant trouvé en un vieil livre une recette métallique qu'il esprouva fut l'un des plus riches de son temps. Timoing en sont les superbes bastime qu'il a fait qu'au matière sud innocent, à Sainte-Geneviève des Ardents, à Sud-Jacques la Boucherie, où il est en demi-relief, avec son escritoire au costé, et le chaperon sur elle Paul estimé riche l'ail et sa péronnelle, c'est toi sa femme, de 1500 000 escus,
outre les homosnes et dotations immenses qu'il faiste 45. L'idée fit son chemin, car on la retrouve en 1592 dans une note en fin d'un manuscrit d'un texte alchimique, la lettre des Almazatustes 4,46, 29. La légende se popularisa à tel point qu'elle se vit moquée en 1585 par Noël Dufay, qui avait semble-t-il changé de position, dans ses contes et discours des Eutrapel, 1585, 47, cependant que Flamel apparaissait comme alchimiste et auteur du sommaire philosophique dans les notices des Bibliothèques Françoisas de la Croix du Mine, 1584, et d'Antoine du Verdier, 1585. La Croix du Mine rapporte d'ailleurs des rumeurs qui couraient alors, selon lesquelles la richesse de Flamel ne venait pas de ses talents d'alchimiste, mais du fait qu'il se serait approprié les créances des Juifs, alors chassés de Paris. Charles VI avait signé un édit d'expulsion en 1394. C'est pour dissimuler ce fait qu'il aurait fait croire qu'il avait découvert la pierre philosophale, et aurait financé des fondations pieuses. Elle passa les frontières en 1583, le paracelsien belge Gérard Dorn, traduisant en latin des passages du sommaire philosophique 48, et on la retrouve en Allemagne en 1605 et en Angleterre en 161-1049. Tous les ingrédients étaient réunis pour qu'apparaisse en 1612 l'autre ouvrage le plus connu attribué à Flamel, le livre des figures hiéroglyphiques. Le livre des figures hiéroglyphiques. Frontispice de l'ouvrage. Couverture 3 traités de la philosophie naturelle. En 1612, paraît à Paris 3 traités de la philosophie naturelle non encore imprimés, par Pierre Arnaud Sieur de la Chevalerie, Poitevin 50. Outre 2 traités en version latine et française des Artephius et de Synesius, on y trouve un texte en français, les figures hiéroglyphiques de Nicolas Flamel, ainsi qu'il les a mises en la 4e arche qu'il a bâtie au cimetière des Innocents à Paris, entrant par la grande porte de la rue Sud-Denis, et prenant la main droite, avec l'explication d'Issel Paris Louis Flamel. L'ouvrage se présente comme la traduction du latin d'un texte de Flamel écrit entre 1399 et 1413. Reprenant le topo de la littérature alchimique de la découverte d'un livre ancien 51, Flamel y raconte qu'il a acquis pour 2 florins un mystérieux et ancien livre en latin, fait de 3 fois 7 feuillets d'écorce reliés dans une couverture de cuivre toute gravée de lettres et de figures 52. Sur le premier feuillet on trouve le titre Le livre d'Abraham le Juif, prince, prêtre lévite, astrologue et philosophe, à la jante des Juifs par elle première de Dieu, dispersée aux Gaules, salut. D.I. 53. Ce livre, écrit par un homme fort savant, explique que, pour aider sa captive nation à payer les tributs aux empereurs romains, et pour faire autre chose, que je ne dirai pas, il leur enseignait la transmutation métallique en paroles communes sauf du premier agent duquel il ne disait mot, mais bien il le peignait, et figurait par très grand artifice 53. Le texte du livre d'Abraham le Juif explique donc le processus du grand œuvre, que Flamel ne répète pas, sans en préciser l'ingrédient initial, la materia prima, matière première des alchimistes, qui n'est donnée que par des enluminures mystérieuses, qui sont décrites mais non reproduites dans le livre des figures hiéroglyphiques. Malgré l'aide de son épouse Pernelle, Nicolas Flamel échoue au grand œuvre pendant 21 ans, soit le même nombre d'années que le livre compte de feuillets, faute de comprendre les enluminures 54. Il part alors en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, où il rencontre un vieux médecin juif converti, qui lui explique enfin les illustrations 55. De retour à Paris, il parvient enfin à transmuter du mercure en argent, puis en or. Le 25 avril 1382, je fis la projection avec de la pierre rouge sur semblable quantité de mercure que je transmutais véritablement en quasi autant de pur or, meilleur certainement que l'or comme un plus doux et plus ployable 56. Dessin de l'arcade du cimetière des Innocents. L'arcade du cimetière des Innocents dans le livre des figures hiéroglyphiques. Avec la fortune ainsi acquise, Flamel et sa femme ont fondé et renté 14 hôpitaux en cette ville de Paris, bâti tout de neuf 3 chapelles, décoré de grands dons et bonnes rentes 7 églises, avec plusieurs réparations en leur cimetière, outre ce que nous avions fait à Boulogne, qui n'est guère moins que ce que nous avons fait ici 57, bien plus que les dons et œuvres du Flamel historique.
et Flamel fait peindre sur une arcade du cimetière de Innocents des figures hiéroglyphiques qui ont à la fois une interprétation théologique et une interprétation philosophique selon le magistère d'Hermès 58. Il donne tout d'abord brièvement l'explication théologique. Ainsi les deux dragons unis sont les péchés qui naturellement sont entrecaténés, enchaînés l'un à l'autre, car l'un a sa naissance de l'autre, dit ceux aucun peuvent être chassés aisément, comme ils viennent aisément, car ils volent à toute heure vers nous. Et ceux qui n'ont point des ailes ne peuvent être chassés, ainsi qu'est le péché contre le Saint-Esprit 59. Il donne ensuite, de façon nettement plus étendue l'explication du sens alchimique, explication dans laquelle la symbolique des couleurs prend une grande place. Ce sont les deux principes de la philosophie que les sages n'ont pas osé montrer à leurs enfants propres. Celui qui est dessous sans aile, c'est le fixe, ou le mâle, celui qui est au-dessus, c'est le volatile, ou bien la femelle noire et obscure. Le premier est appelé soufre, ou bien calidité et sexité, et le dernier argent vif, ou frigidité et humidité. Ce sont le soleil et la lune de source mercurielle 60. Datation et attribution. Couverture de l'ouvrage Le Voyage des Princes Fortunés. Le Voyage des Princes Fortunés, 1612, roman alchimique de Béroald de Verville 61, le possible véritable auteur du livre des figures hiéroglyphiques. Aucun original médiéval, ni du livre des figures hiéroglyphiques, ni du livre d'Abraham le Juif 62, n'a été retrouvé. 2 manuscrits latins du livre des figures ont récemment été mis au jour, mais il s'avère qu'il s'agit de traductions latines du texte français de 1612 fait au début XVIIe siècle 63. En fait, tout indique qu'il s'agit d'un texte écrit entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle 64. Le vocabulaire, à commencer par le mot hiéroglyphe, les anachronismes. Le texte cite le nom de l'alchimiste Lampspranck, mentionné pour la première fois par Nicolas Barnot en 1599. La véritable source en est un célèbre recueil de traités alchimiques médiévaux, l'Artis Orifrae, paru en 1572. Dans les figures hiéroglyphiques, les théories alchimiques sont souvent présentées dans le même ordre, mais parfois à contresens. Pour Claude Gagnon, Page Arnaud de la Chevalerie serait le pseudonyme de Béroald de Verville, de 1556 à 1626, sous la forme de l'anagramme imparfait Arnaud de Caballerie, écrivain s'intéressant à l'alchimie et la cabale, et surtout connu aujourd'hui pour sa satire Le Moyen de Parvenir, 1617. À l'appui de cette thèse, Gagnon a retrouvé dans une note d'un bibliographe du XVIIe siècle sur un exemplaire de la bibliothèque Françoise de la Croix-du-Mine, le titre d'un ouvrage de Béroald, Les aventures d'Ali El Moslan surnommé dans ses conquêtes Slomnal Calife, Paris 1582, traduit de l'arabe de Rabi al-Ule et de Diane 65. Slomnal Calife étant l'anagramme de Nicolas Flamel, et Rabi al-Ule et de Diane celui de Béroald de Verville. Un autre élément est que Béroald de Verville publie, la même année et chez le même éditeur que les figures hiéroglyphiques, Le Palais des Curieux, dans lequel il met en garde ses lecteurs alchimistes contre ceux qui vous déçoivent, et qui sous les beaux contes de Flamel et d'autres espient vos âmes, pour les ruiner 66. Cette attribution n'a cependant pas convaincu certains spécialistes de Béroald de Verville 67. Par contre, Bruno Roy reprend l'hypothèse de Gagnon sur l'auteur des figures hiéroglyphiques. En fin de compte, le Flamel de Béroald est beaucoup plus séduisant pour nous que le véritable bourgeois bigot, mégalomane et procédurier qui vivait au XIVe siècle 68. Une autre piste est la découverte par François Secret dans des manuscrits alchimiques du début du XVIIe siècle du nom d'un sieur de la chevalerie de Chartres, donc Beauceron plutôt que Poitevin, mais dont on ne sait rien de plus. 69. Fortune du mythe. Extrait d'un ouvrage de Griot de Givry. Les figures hiéroglyphiques de l'arcade du cimetière des Innocents entourées des figures du livre d'Abraham le Juif. Ce texte connut un succès immédiat et popularisa largement le mythe de Flamel, qui devint l'alchimiste français par excellence 70. Outre le fait que sa fortune, supposée fabuleuse, dont les traces encore visibles dans Paris témoignaient de sa réussite dans la recherche de la pierre philosophale, ce succès est peut-être en partie dû au fait qu'à l'époque de la Contre-Réforme, Flamel offrait une figure d'alchimiste révérant la Vierge et les Saints 71, alors que la discipline était dominée par les alchimistes réformés du renouveau paracelsien, au sein duquel naquirent d'ailleurs d'autres mystifications littéraires. Alchimiques promises elles aussi au succès, Salomon Trismosin,
apparu en 1598, le prétendu maître de Paracelse, 1493/4 à 1541, Basile Valentin, 1600, qui aurait été un moine bénédictin du XVe, ainsi que les manifestes Rose-Croix, de 1614 à 1615, et les noces chimiques de Christian Rosenkreutz, 1616. Le livre des figures hiéroglyphiques connu de nombreuses rééditions et traductions 72. Comme déjà indiqué, de pseudo-originaux latins furent forgés. Les figures du livre d'Abraham le Juif qui sont simplement décrites dans l'édition de 1612 furent rapidement représentées dans des manuscrits 73 et dans les éditions ultérieures. Cette tradition se poursuivit jusqu'au XVIIIe siècle, où l'on vit paraître en allemand à Erfurt dans un Uralt chemisches Werk, 1735, une très ancienne œuvre chimique du rabbi Abraham Eliezer, que l'auteur a écrit partie en latin et en arabe, partie en chaldéen et en syriaque, et qui fut ensuite traduite dans notre langue allemande par un anonyme Vaneuf, et qui contient une nouvelle version des figures du livre d'Abraham 74. Une croix où un serpent était crucifié 52. Une croix où un serpent était crucifié 52. Des déserts, au milieu desquels coulaient plusieurs belles fontaines, dont sortaient plusieurs serpents, qui couraient par-ci, et par-là 53. Des déserts, au milieu desquels coulaient plusieurs belles fontaines, dont sortaient plusieurs serpents, qui couraient par-ci, et par-là 53. Un jeune homme avec des ailes aux talons, ayant une verge caducée en main, entortillée de 2 serpents, de laquelle il frappait une salade qui lui couvrait la tête, contre celui venait courant et volant à ailes ouvertes, un grand vieillard, lequel sur sa tête avait une horloge attachée, et en ses mains une faux comme la mort, de laquelle terrible et furieux, il voulait trancher les pieds à Mercure 75. Un jeune homme avec des ailes aux talons, ayant une verge caducée en main, entortillée de 2 serpents, de laquelle il frappait une salade qui lui couvrait la tête, contre celui venait courant et volant à ailes ouvertes, un grand vieillard, lequel sur sa tête avait une horloge attachée, et en ses mains une faux comme la mort, de laquelle terrible et furieux, il voulait trancher les pieds à Mercure 75. Une belle fleur en la sommité d'une montagne très haute, que l'aquilon ébranlait fort rudement, elle avait le pied bleu, les fleurs blanches et rouges, les feuilles reluisantes comme l'or fin, alentour de laquelle des dragons et griffons aquiloniens faisaient leur nid et demeurance 75. Une belle fleur en la sommité d'une montagne très haute, que l'aquilon ébranlait fort rudement, elle avait le pied bleu, les fleurs blanches et rouges, les feuilles reluisantes comme l'or fin, alentour de laquelle des dragons et griffons aquiloniens faisaient leur nid et demeurance 75. Un beau rosier fleuri au milieu d'un beau jardin, échelant contre un chêne creux, au pied desquels bouillonnait une fontaine d'eau très blanche, qui s'allait précipiter dans les abîmes, passant néanmoins premièrement, entre les mains d'infinis peuples qui fouillaient en terre, la cherchant, mais parce qu'il était aveugle, nul ne la connaissait, fort quelqu'un, considérant le poids 76. Un beau rosier fleuri au milieu d'un beau jardin, échelant contre un chêne creux, au pied desquels bouillonnait une fontaine d'eau très blanche, qui s'allait précipiter dans les abîmes, passant néanmoins premièrement, entre les mains d'infinis peuples qui fouillaient en terre, la cherchant, mais parce qu'il était aveugle, nul ne la connaissait, fort quelqu'un, considérant le poids 76. Un roi avec un grand coutelas, qui faisait tuer en sa présence par des soldats, grande multitude de petits enfants, les mères desquels pleuraient aux pieds des impitoyables gendarmes, le sang desquels petits enfants, était puis après recueilli par d'autres soldats, et mis dans un grand vaisseau, dans lequel le soleil et la lune se venaient baigner 77. Un roi avec un grand coutelas, qui faisait tuer en sa présence par des soldats, grande multitude de petits enfants, les mères desquels pleuraient aux pieds des impitoyables gendarmes, le sang desquels petits enfants, était puis après recueilli par d'autres soldats, et mis dans un grand vaisseau, dans lequel le soleil et la lune se venaient baigner 77. D'autres textes furent attribués à Flamel. En 1619 parut, avec le traité du sulfre du polonais Michael Sandivogius, un trisseur de philosophie ou original du Désir de Cyrée de Nicolas Flamel, qui n'est autre qu'une version française du Thesaurus Philosophiae de Efrarius Monachius, 14e. L'attribution est probablement liée au livre des Laveurs qui commence par le désir désiré, et le prix que nul ne peut priser 78. Il en est de même pour le grand esclaircissement de la pierre philosophale pour la transmutation de tous les métaux, 1628,
traduction française du traité italien Napertorio alphabetal, 1466 ou 1476, de Ptisteo Foeoteo Parigino, Christophe de Paris, 78. Tableau représentant Nicolas Flamel. Nicolas Flamel, philosophe François par Balthazar Moncornet, de 1600 à 1670, prétendument d'après une gravure de Rembrandt. En 1655, Pierre Borel, médecin ordinaire de Louis XIV, et premier bibliographe de l'alchimie, rapporte dans son trésor de recherche et antiquités gauloises et françoises 79 un certain nombre de bruits et rumeurs qui couraient alors sur Flamel. Le roi Charles s'y serait envoyé, pour s'enquérir de sa richesse, son maître des requêtes monsieur de Cramoisy, dont Flamel aurait acheté le silence avec un matras, vase, plein de poudre de projection, une des formes de la pierre philosophale, la maison de Flamel aurait été fouillé à la recherche du livre d'Abraham le Juif, qui aurait été finalement retrouvé par le cardinal de Richelieu peu avant sa mort en 1642 tonnes cinquièmement. On racontait par ailleurs que Richelieu avait fait exécuter un alchimiste nommé Dubois qui se présentait comme l'héritier du secret de Flamel sixièmement. À la même époque, l'historien de Paris Henri Sauval, de 1623 à 1676, est plus dubitatif. Les hermétiques qui cherchent partout la pierre philosophale sans la pouvoir trouver, ont tant médité sur quelques portaux de nos églises, qu'à la fin ils y ont trouvé ce qu'ils prétendent. Ils se distillent l'esprit pour quintessencier des vers gothiques et des figures, les unes de rondes bosses, les autres égratignées, comme on dit, sur les pierres tant de la maison du coin de la rue Marivaux, que des deux hôpitaux qu'il Flamel a fait faire à la rue de Montmorency septièmement. Flamel au temps des Lumières. L'alchimie ne disparut pas avec le XVIIIe siècle et les Lumières. Mais si elle garda une certaine caution scientifique, Newton, au cours de ses études alchimiques, s'intéressa aux hiéroglyphes du livre des figures et du livre d'Abraham le Juif 80, car il ne semblait pas possible de montrer l'impossibilité théorique de la transmutation. L'échec de sa réalisation pratique accentua progressivement son discrédit moral et social au cours du siècle. Elle fut de plus en plus perçue comme une chimère ruineuse, comme chez Fontenelle, Histoire de l'Académie des sciences 1722, et chez Montesquieu dans l'une de ses lettres persanes, 1721-81, Henrica raconte qu'il a rencontré un homme en train de se ruiner parce qu'il croit être parvenu au grand œuvre, et qui lui affirme, ce secret, que Nicolas Flamel trouva, mais que Raymond Lulle et 1 million d'autres cherchèrent toujours, est venu jusqu'à moi, et je me trouve aujourd'hui un heureux adepte. Avec la transmutation des métaux, la prolongation de la vie a été l'autre but de l'alchimie, sous la forme d'élixir de longue vie, parfois aussi appelé or potable. À l'époque du comte de Saint-Germain qui se faisait passer pour immortel, apparut la croyance que Nicolas Flamel et sa femme Pernelle vivaient toujours. En 1712, Paul Lucas, antiquaire du roi et grand voyageur, rapporte sans trop y croire dans son voyage du sieur Paul Lucas, fait par ordre du roi dans la Grèce, l'Asie mineure, la Macédoine et l'Afrique, contenant la description de l'Anatolie, de la Caramanie, et de la Macédoine 82, qu'un derviche rencontré en Turquie lui a affirmé que la pierre philosophale prolonge la vie de 1000 années, avec comme preuve qu'il aurait rencontré Nicolas Flamel aux Indes 3 ans plus tôt. Sa femme Pernelle ne serait pas morte non plus en 1397 mais se serait installée en Suisse, rejointe en 1418 par son mari. La légende continua et on raconta que Flamel avait rencontré le comte de Saleur, ambassadeur de France en Turquie de 1747 à sa mort en 175-1483, et 1761, avec sa femme et leur fils, il aurait été vu à l'opéra huitièmement. En 1758, l'abbé Étienne François Villain publia une étude fouillée sur l'histoire de sa paroisse de Saint-Jacques-la-Boucherie, dans laquelle il rejetait la légende de Flamel alchimiste, en affirmant premièrement que la richesse de Flamel était loin d'avoir été aussi considérable que ce que l'on racontait, par exemple Nicolas Langlais du Fresnoy dans son Histoire de la philosophie hermétique, 1742, qui affirmait que les fondations pieuses de Flamel avaient été plus considérables que celles même que faisaient les rois et les princes. D'autre part, Villain soulignait que le livre des figures hiéroglyphiques était un apocryphe dû à son prétendu traducteur, Pierre Arnaud de la Chevalerie 84. Il fut vigoureusement attaqué par Antoine-Joseph Purnati, dit Dom Purnati, ancien bénédictin féru d'hermétisme,
relayé par Fréron dans son journal L'Année littéraire, alors que Villain, soutenu par les jésuites du journal de Trévoux, publiait en 1761 une étude plus complète, Histoire critique de Nicolas Flamel et de Pernelle sa femme, recueilli d'actes anciens qui justifient sans l'origine et la médiocrité de leur fortune contre les imputations des alchimistes. Pernetti critiquait notamment la méthode historique de Villain. Peut-on raisonnablement s'imaginer qu'un philosophe hermétique doive s'afficher tel? Et M. l'abbé Saint-Cat-et-il pensait trouver Flamel philosophe dans les contrats de rente, les quittances, etc. de Flamel homme privé. Falloit-il employer plus de 400 pages pour nous accabler du détail minutieux de ses rentes, de ses quittances, etc. de Flamel se conduisant comme bourgeois bon chrétien? M. l'abbé 5 pour se convaincre que Flamel mérite le nom de philosophe, voudroit-il que dans les contrats qu'il a faits, dans les quittances qu'il a reçues ou données, il est signé Nicolas Flamel, philosophe hermétique 85. Pernetti soutient qu'il existe un bréviaire de Flamel, daté de 1414. Ce bréviaire qu'on trouve dans 2 manuscrits illustrés du XVIIIe siècle 86, qui utilise du vocabulaire et une syntaxe inconnue au XVe siècle et qui cite le livre des figures hiéroglyphiques, est lui aussi un apocryphe postérieur 87. Extrait de l'Alchimie de Flamel, par le chevalier de Nimoy-Olignure, manuscrit du XVIIIe siècle. Alchimie de Flamel premièrement JPEG. Alchimie de Flamel septièmement JPEG. Alchimie de Flamel 11 JPEG. Alchimie de Flamel 12 JPEG. Alchimie de Flamel 13 JPEG. Alchimie de Flamel 14 JPEG. Alchimie de Flamel 15 JPEG. Alchimie de Flamel 16 JPEG. Information cliquez sur une vignette pour l'agrandir. Les conclusions de l'abbé Villain furent aussi vigoureusement attaquées par l'alchimiste ardennais Onésime Henri de Los, de 1725 à 1785-88 dans son Flamel vengé, son adeption défendue, et la tradition rétablie dans sa vigueur contre les atteintes, les insultes de l'ignorance, contre les fictions et les impostures de la critique 89. Il conclut, le commentaire sur les hiéroglyphes n'est pas et ne saurait avoir été l'ouvrage d'un philosophe spéculatif, qui ne combine que des idées, qui tâtonne des principes, et tâche d'en tirer adroitement des conséquences. C'est au contraire le chef des œuvres d'un homme consommé dans la pratique, un recueil des observations les plus fines et les plus délicates d'un maître accoutumé à voir et bien voir, et qui, par la force d'un génie aidé de l'habitude, devine tout, explique tout, et remonte jusqu'aux causes secrètes des crises de la nature. Aucun livre n'est aussi rempli de ces traits qui caractérisent un témoin oculaire, aucun livre ne convie moins à un commençant, il n'est fait que pour les adeptes. Par là, sans doute, il est plus précieux et plus estimable. Personne ne reprochera à Flamel de l'avoir conduit dans un labyrinthe, puisqu'il déclare d'abord qu'il enferme la porte, et qu'on ne l'ouvrira jamais, à moins que d'avoir trouvé la clé ailleurs. Tout ceci, bien considéré, et y référant les autres raisons que j'ai dites, donne l'exclusion aux sieurs de la chevalerie et à Gohori. Flamel à l'époque contemporaine. Enluminure représentant Frollo devant l'arcade du cimetière des Innocents. Claude Frollo, l'archidiacre et alchimiste de Notre-Dame de Paris méditant devant l'arcade du cimetière des Innocents. Avec l'avènement de la chimie moderne à la fin du XVIIIe siècle, l'alchimie perdit tout son crédit scientifique, et connut en tant que discipline un recul considérable. Mais le romantisme invente l'image d'une science alchimique maudite, incomprise, héroïque et persécutée 90. Flamel en devient la figure par excellence, surtout en France. En 1828, le jeune Gérard de Nerval en fait une pièce de théâtre, Nicolas Flamel, comme Alexandre Dumas en 1856, La Tour Saint-Jacques. Frollo, l'archidiacre alchimiste de Notre-Dame de Paris, 1831, de Victor Hugo, va se recueillir devant les figures hiéroglyphiques du cimetière de Innocentes 9e. En 1842, il est le héros du Souffleur, conte fantastique des amants Alexis Monteil dans son Histoire de français des divers États, aux 5 derniers siècles 91. Extrait de la gravure du portail de Sainte-Geneviève des Ardents. Nicolas Flamel, portrait du Nicolas Flamel, 1893, d'Albert Poisson d'après la gravure du portail de Sainte-Geneviève des Ardents de l'histoire critique de Nicolas Flamel et de Pernelle sa femme de l'abbé Villain, 1761. Cet adepte n'est-il pas le type du véritable alchimiste, travaillant sans cesse, jamais lassé,
jamais rebuté, partageant son temps entre la prière, l'étude et le laboratoire, ne désirant la science que pour elle-même, puis parvenu au but, employant la richesse acquise en de bonnes œuvres, continuant pour lui-même à vivre sobrement. Quel autre alchimiste pouvait nous offrir une vie aussi bien remplie? D'autres, sait-on, Kelly, Bacon, nous offrent une existence plus mouvementée, plus dramatique, mais moins riche en documents psychologiques. 92. Le fondateur de l'occultisme, Eliphas Lévi, assure dans son Histoire de la magie, la tradition populaire assure que Flamel n'est pas mort et qu'il a enterré un trésor sous la tour Saint-Jacques-la-Boucherie. Ce trésor contenu dans un coffre de cèdre revêtu de lames des 7 métaux, ne serait autre chose, disent les adeptes illuminés, que l'exemplaire original du fameux livre d'Abraham le Juif, avec ses explications écrites de la main de Flamel, et des échantillons de la poudre de projection suffisant pour changer l'océan en or si l'océan était de mercure. 93. Les occultistes et hermétistes, Albert Poisson, Fulcanelli 94, Eugène Cancelier 95, et Serge Hutin, rejetèrent les conclusions de l'abbé Villain et continuèrent à affirmer que Flamel avait été alchimiste. 96. Il trouve naturellement sa place dans la longue succession des grands maîtres du prieur et de Sion, entre 1398 et 1418, dans les dossiers secrets d'Henri Lebineau du mystificateur Pierre Plantard, et se retrouve donc à ce titre dans le Da Vinci Code de Dan Brown. En 1929, Nicolas Flamel inspira simultanément André Breton dans le second manifeste du surréalisme et Robert Desnos dans un article Le mystère d'Abraham Juif pour la revue Document 97. Breton établit une analogie de but entre les recherches alchimiques et surréalistes. 98 et, reprenant à son compte l'idée d'un Flamel alchimiste, compare ce que Abraham Juif et Hermès ont été pour lui à ce que représentent notamment Rimbaud et Lautréamont pour les surréalistes, à la fois des précurseurs et des initiateurs. 99. Toutefois, en ramenant la pierre philosophale à être le symbole du triomphe de l'imagination, Breton ne se conduit nullement en adepte mais détourne la tradition alchimique et la vide de sa portée métaphysique au bénéfice de sa valeur poétique sans. Du côté des historiens universitaires, dès 1941, le médiéviste Lynn Thorndike rejetait complètement le mythe de Flamel alchimiste, ce que confirmaient les travaux de Claude Gagnon, Robert Halleux et Didier Camp. La vision de l'alchimie aujourd'hui reste cependant largement tributaire des points de vue antagonistes et complémentaires du positivisme et de l'occultisme du XIXe siècle, et Flamel est, avec son contemporain Paracelse, la figure à laquelle se réfère Zénon, le médecin, astrologue et alchimiste du XVIe siècle de L'Œuvre au Noir, 1968, de Marguerite Yourcenar-Dix, qui s'est fondé notamment sur 3 grands ouvrages modernes à l'époque sur l'alchimie, Marcellin Berthelot, La chimie au Moyen Âge, 1893, C.G. Jung, Psychologie und Alchemie, 1944, J. Voyola, La Tradizione Hermetica, 1948-102. Le personnage de Flamel alchimiste apparaît toujours aujourd'hui dans la littérature ésotérique, mais aussi dans la littérature populaire, la bande dessinée et même les jeux vidéo. 103. À chacun son Flamel, les lecteurs du XVIIe siècle ont eu le leur. Nous avons celui de Marguerite Yourcenar, qui ne le cède en rien au précédent, et les lecteurs de Spirou ont un faiseur d'or pour les introduire aux merveilles du rêve alchimique. 104. Hommage et postérité. La rue Nicolas Flamel et la rue Pernelle dans le 4e arrondissement de Paris. Le collège Nicolas Flamel à Pontoise. Le lycée Nicolas Flamel de l'école Boulle, qui accueille l'atelier art du bijou et du joyau. Nicolas Flamel dans la fiction. Film. Nicolas Flamel est mentionné et apparaît dans la franchise du Monde des sorciers de J.K. Rowling, dans le film Harry Potter à l'école des sorciers de Chris Columbus. Des moments historiques de la vie de Nicolas Flamel sont évoqués, confère le roman éponyme, tandis que le personnage apparaît à l'écran dans le spin-off Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, dont l'intrigue se situe en 1927, pour combattre Gellert Grindelwald aux côtés des héros. Il est interprété par Bram Jodorowsky. 105. Dans le film Catacombes de John-Éric Dadal, sorti le 20 août 2014, la pierre philosophale est cachée dans Paris par Nicolas Flamel. Dans le film Le Grimoire des Arcandia d'Alexandre Castagnetti, Nicolas Flamel est évoqué comme magicien précurseur de la chimie moderne. Télévision.
Dans le feuilleton télévisé Les Compagnons des Éleusis, 1975, Nicolas Flamel et la Dame Pernelle sont souvent évoqués. Théâtre et opéra. Gérard de Nerval, Nicolas Flamel, 1828. Alexandre Dumas, La Tour Saint-Jacques, 1 856 106. Georges Bizet, Nicolas Flamel, 1865, opéra inachevé et jamais représenté. Roman. Martine Besseau et Jean-Jacques Lujan, Le Testament de Nicolas Flamel, compte rendu S édition collection. Liber Faber, 2015, ISBN 9 782 365 802 031. Ce roman situe son histoire en 1916, lors de la bataille de Verdun. Un mystérieux étui est exhumé. En 1968, Antoine, jeune étudiant, reçoit cet objet. Il a hâte de faire la lumière sur ce don afin de découvrir qui est Nicolas Flamel. Michael Scott, dans une série de 6 livres intitulés Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel, L'alchimiste, 2008, Le magicien, début 2009, L'ensorceleuse, fin 2009, Le nécromancien, 2010, Le traître en 2012, L'enchanteresse en 2013, Pocket Jeunesse. Léo Largouillat, Le faiseur d'or Nicolas Flamel, 1936, j'ai lu, L'aventure mystérieuse numéro A220. Evelyne Brizoupellen, La griffe des sorciers, 1996, édition Regiat, apparition de Nicolas Flamel et Pernelle. Marie Desplechin, Verte, 1996, L'école des loisirs, l'équipe contre laquelle Sophie joue au football, quand il est rendu invisible, vient du collège Nicolas Flamel. J.K. Rowling, Harry Potter à l'école des sorciers, 1997, personnage mentionné mais jamais rencontré, Flamel y est le créateur de la pierre philosophale, au cœur de l'intrigue, grâce à laquelle sa femme, Pernelle, et lui sont encore en vie. Ils acceptent finalement de mourir après la destruction de la pierre. Il s'agit d'un clin d'œil historique de la romancière. Éric Boisset, La trilogie des Arcandia, tome premièrement, il est cité. Éric Giacometti, Jacques Raven, Le frère de sang, 2007, thriller maçonnique dont Flamel est un des personnages. Corinne Devailly, Les pièces d'or de Nicolas Flamel, collection. Phoenix, détective du temps. Janine Dahans, Pernelle et Nicolas Flamel, roman, Calviac en Périgord, ed. Du Pierre Gore, collection. Pierre-Feu, 2008, 477 pages. ISBN 978 à 2-352 à 91 011-4, OCLC 470 745 488, BNF 41 209 823. Mathieu Denain, Soltarello, Actes Sud, 2009. Henri Levent-Bruc, Les cathédrales du vide, 2009, Flammarion, Nicolas Flamel dans le cadre d'une lettre testament dont des extraits sont distillés tout au long du roman nous raconte sa véritable histoire, rappelle qu'il n'a été aucunement alchimiste et révèle qu'il a pourtant découvert un secret. Patrick M. Sper, Les héritiers de l'aube, tome 1, Le 7e sens, Paris, Scrinéo, 2013, ISBN 978 à 2-367 à 40 077-8. Dan Brown, Da Vinci Code, 2003, mentionné comme notonnier du prieur et de Sion, de 1398 à 1418. Pierre Pevel dans Le Paris des merveilles, Les enchantements des Ambres-Mères. Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Karim Berouka dans Le truc qui ressemble à une machine. Bande dessinée et dessins animés. Le faiseur d'or, 1977, 20e album des aventures de Spirou et Fantasio, il est l'inventeur d'une machine à faire de l'or. La guerre des génies, 1983, dans la série Léonard, il apparaît lors de disputes entre Léonard et Albert. Le secret de Nicolas Flamel, 1989, histoire courte réalisée par Baume et Seren dans l'album d'hommage à Gilles Jourdan et Maurice Thieu les enquêtes de leurs amis. Willy Vassaux, Les philosophes par le feu / Nicolas Flamel, 1990, personnage principal. Le testament de l'alchimiste, première et deuxième partie, de la série télévisée Blake et Mortimer, 1997. Belphégor, Le secret de Maître Flamel. Fullmetal Alchemist,
Brotherhood, saison 1, épisode 7e. Edouard Elric mentionne le codex de Flamel qui parle de la pierre philosophale, 2005. Le frère de sang, 2016, 3 albums autour de l'alchimie et de Nicolas Flamel. Jeux vidéo et jeux de société. Assassin's Creed Unity, 2014, une série de 3 missions intitulée Le secret de Flamel vise à retrouver le laboratoire de Nicolas Flamel dans Paris et à s'emparer de son élixir de vie avant les membres d'un culte monastique. Arthur et le grimoire secret, 2004. L'école de Nicolas Flamel, 2021, de l'Alexandria, publié par J. de Game. Notes et références. Notes. Références. Libraire, juré. Marchand chargé de vendre les copies des manuscrits originaux sous la surveillance de l'université, devant laquelle il a prêté serment entrée libraire archives du TLFI, sur le site du CNRTL. Didier Camp, recherche sur l'alchimie française des 15e, 16e et 17e siècles, Chrysopia, 5, de 1992 à 1996, égale Camp 1993, page 99. Wilkins 1993, page 11. Wilkins 1993, page 13. La Croix du Mine, la Bibliothèque Françoise, 1584. Wilkins 1993, page de 2018 à 2019. Wilkins 1993, page 65. Wilkins 1993, page 64. Wilkins 1993 chevaux. Le problème des deux Flamel. Félix Lazare, Dictionnaire historique des rues et monuments de Paris, 1855, rue Nicolas Flamel, lire en ligne archive. Wilkins 1993, page de 2032 à 2034. Wilkins 1993, page 66, il n'est pas cité en 1368 dans l'ordonnance de Charles V portant exemption du guet et de la garde des portes archives. Voir le serment prêté par Geoffroy de Saint-Léger, libraire juré de l'université, d'exercer loyalement son office, 26 novembre 1316 archives. R. de l'Espinès, les métiers et corporations de la ville de Paris, 3, Paris 1897 cité par Wilkins 1993, page 66. Wilkins 1993, page de 66 à 67. Wilkins 1993, page 14. Wilkins 1993, page de 2027 à 2029. Wilkins 1993, page de 47 à 49. Wilkins 1993, page de 2030 à 2032. Wilkins 1993, page 46. Wilkins 1993, page de 53 à 55. Voir Charles-Louis Bernier sur le catalogue Gallica de la BNF Archives. Wilkins 1993, page 41. Wilkins 1993, page de 2017 à 2018. Description de la pierre tumulaire placée anciennement au-dessus de la sépulture de Nicolas Flamel dans l'église Saint-Jacques-la-Boucherie par Monsieur de la Gilleville. Mémoire et dissertation sur les antiquités nationales et étrangères publiée par la Société royale des antiquaires de France, tome 5, 1811, page 379 à 387 sur Google Book Archive. Descriptif et reproduction archives sur le catalogue des collections des musées de France. Philippe Lefrançois, Paris Souterrain, collection. Encyclopédie pittoresque, les éditions internationales, 1950, page 63. BN, FLA 9164. Robert Halleux, le mythe de Nicolas Flamel ou les mécanismes de la pseudépigraphie alchimique. Archives internationales d'histoire des sciences Oxford, 1983, volume 33, no 111, page 234 à 255. Didier Camp, recherche sur l'alchimie française des 15e, 16e et 17e siècles, Chrysopia, Archer, no 5, de 1992 à 1996, page 321 à 452, troisièmement. Un compagnon de fortune de Nicolas Flamel, Jacques Coeur alchimiste, page 431 à 437. Camp 1993, page 101. Camp 1993, page 101 à 102.
Didier Camp recherche sur l'alchimie française des 15e, 16e et 17e siècles, Chrysopia, Archer, No 5, de 1992 à 1996, page 321 à 452. Deuxièmement, un témoin précoce de la naissance du mythe de Flamel alchimiste, le livre Flamel, fin du XVe siècle, page 387 à 429. Camp 1993, page 102. Sylvain Maton, quelques versions du Flas Florum du pseudo Arnaud de Villeneuve. Texte édité par Sylvain Maton et présenté par Antoine Calvet, Chrysopoa, numéro 6, de 1997 à 1999, page 207 à 271. Est l'œuvre de Nicolas Flamel, libraire à Paris, lequel fit plusieurs grands biens par cette science à la dicte ville qui donna de Warcraft Nicolas Flamin Bout Printer in Paris by the Wishes done Great Good Camp 1993, page 102. La Croix du Maine Bibliothèque Françoise, 1584, cité par Camp 1993, page 103. Ce texte est d'ailleurs aussi parfois attribué à Arnaud de Villeneuve. Avant d'être attribué à Flamel comme livre des laveurs, il avait été traduit en français sous le titre La vraie pratique de la noble science d'alchimie. Paris BNF, MSS, français 19 1978. Camp 1993, page 111 à 112. Camp 1993, page 79. Camp 1993, page 104. Camp 1993, page 77. Jacques Gohori, Theophrastii Paracelsi Philosophiae et Medicinae Utrius Universa et Compendium, 1567, édition commentée du livre de La Fontaine Périlleuse, 1572, préface de la traduction du 14e livre des Amadis de Gaulle, 1575, cité par Camp 1993, page 105. Camp 1993, page 107 à 108. Noël Dufay, préface au Demosterion du Paracelsien Roch le Bélif, 1578, cité par Camp 1993, page 107 à 108. Camp 1993, page 108 à 109. Camp 1993, page 106. En annotation de sa traduction latine des traités de Bernard le Trévisan et de Denis Acher, Bernard d'Astrevisanus, de Alchemia Liber, de Chimico Miraculo, Dionysias Zacharia, Opusculum Philosophiae Naturalis Metallorum Annotata Caedam ex Nicolao Flamello, Sommarium Philosophicum, 1583, reprise en 1602 dans le Theatrum Chemicum, cité par Camp 1993, page 107. Heinrich Vogel Offenbarung der Geheimnisse der Alchimie, 1605, Thomas Raoulin Admonitio Pseudochimici, Londres 1610, Camp 1993, page 107. Le prénom est donné dans le privilège, livre, voire édition de 1682 sur Gallica. Camp 1993, page 107. Camp 1993, page 16. Camp 1993, page 17. Camp 1993, page 21. Camp 1993, page de 2021 à 2023. Camp 1993, page 25. Camp 1993, page 26. Camp 1993, page 35. Camp 1993, page de 2030 à 2031. Camp 1993, page 41. Frank Greinard L'alchimie mise en roman, aperçu sur Nazeri, Béroald de Verville et Andrea en ligne archives sur Comet Revue des littératures d'Ancien Régime. Claude Gagnon Le livre d'Abraham le Juif ou l'influence de l'impossible in alchimie, art, histoire et mythe acte du premier colloque international de la Société d'études de l'histoire de l'alchimie, Paris, de 2014 à 2016 991. Didier Camp et Sylvain Maton, eds. Paris-Milan, C.A. Arquet, 1995. 847 pages. Texte et travaux de Chrysopoa, premièrement page 497 à 505. Claude Gagnon comparaison des deux latines du livre des figures hiéroglyphiques attribuées à Nicolas Flamel page de 61 à 70 Inésotérisme, gnose et imaginaire symbolique, mélange offert à Antoine Fèvre par Richard Caron,
Antoine Fèvre, Jassaline Godouin, WTJN Graaf, Peters Publishers, 2001 lire en ligne archive. Claude Gagnon, description du livre des figures hiéroglyphiques attribué à Nicolas Flamel, Montréal, Canada, l'Aurore, 1977, Nicolas Flamel sous investigation, édition du Loup de Gouttière, 1994. Claude Gagnon, découverte de l'identité de l'auteur réel du livre des figures hiéroglyphiques, anagramme sorcellerie, folklore, astrologie, alchimie, Paris, édition Maisonneuve et La Rose, No 7 à 8, 1976, pages 106 à 107. Voir Antoine-Alexandre Barbier Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, deuxième éditeur, 1822, page 104 lire en ligne archive. Béroald de Verville Le Palais des Curieux, auquel sont assemblées plusieurs diversités pour le plaisir des doctes, et le bien de ceux qui désirent qu'avoir V5e Monsieur Guillemot et J.T. Boost, 1612, page 552 à 3 cité par Camp 1993, page 110. Gilles Palise Blanc et le Champ, Noir la Semence, l'énigmatique littéraire à la Renaissance Réforme, Humanisme, Renaissance, 2004 volume 59, No 59, pages de 49 à 62. Claude Gagnon, de la Kabbale des philosophes à la philosophie des kabbalistes, philosophique, volume 7, Nord 1, 1980, pages de 77 à 84. François Secret, Histoire de l'ésotérisme chrétien annuaire de l'École pratique des hautes études, 5e section, Sciences religieuses, 87, de 1978 à 79, page 394 cité par Camp 1993, page 110. J. Olmiard Alchimie 1957 page 233 à 242, Flamel Wasindide de alchimiste par excellence in France. Camp 1993, page 111. En anglais des 1624, Flamel Esra Hieroglyphics Sachies Exposition of the Hieroglyphical Figure which caused to be painted upon archins. Innocent Churchyard, in Paris. Texte et illustration sur recreusetarch.com. Archives illustration sur Alchemy website. Archive from Alchemy to Chemistry, 500 years of rare and interesting book archive. Le plus ancien daté du XVIIe siècle se trouve à la bibliothèque de l'Arsenal, MS 3047. Les figures du livre d'Abraham Eliezer. Archives sur alchemywebsite.com. Camp 1993, page 18. Camp 1993, page de 2018 à 2019. Camp 1993, page 19. Camp 1993, page 112 à 113. Lire en ligne archive. Claude Gagnon Isaac Newton lecteur de Nicolas Flamel, Chrysopoa vol 5, de 1992 à 1996, page 733 à 738. Lettre XLV. Rika Ausbeck, A multiplié par. Paul Lucas Voyage du Sieur. Paul Lucas, fait par ordre du Roy dans la Grèce, l'Asie mineure, la Macédoine et l'Afrique, 1712, page 106 à 112 sur Google Book Archive. Liste des ambassadeurs, ministres, agents ou résidents français à Istanbul de 1524 à 1840. Archives sur turquie-culture.fr. Essai d'une histoire de la paroisse de Saint-Jacques-la-Boucherie, où l'on traite de l'origine de cette église, de ses antiquités, de Nicolas Flamel et Pernelle sa femme, et de plusieurs autres choses remarquables, avec les plans de la construction et du territoire de la paroisse, gravés en taille douce. Ouvrage intéressant pour les paroissiens, et pour les personnes qui aiment l'Antiquité. Par ml multiplié par 5 multiplié par il. Paris, 1758. Histoire critique de Nicolas Flamel et de Pernelle sa femme, recueilli d'actes anciens qui justifient sans l'origine et la médiocrité de leur fortune contre les imputations des alchimistes. On y a joint le testament de Pernelle et plusieurs autres pisses intéressantes. Par ml 5 multiplié par Paris, 1761. Vie de Nicolas Flamel et de Pernelle sa femme, Paris, 1762, Raid 1782. Sur cette polémique voir Wallace Cursap El Kamas
and Antiquaries in Enlightenment France-Australien Journal of French Study 12, 1975, 168 à 191. Paris BNF, MSS, français 14765, Alchimie de Flamel, par le chevalier Denis Moholy-Nieur, pensionnaire du Roy, amateur de la science hermétique à l'University Library Collection Paul et Marie Mellon MS censé de 1750 à 1779. Wilkins 1993, page 97. Auteur en 1781 d'un diadème des sages ou démonstration de la nature inférieure archive, Google Book. Voir Abbé Bouliot biographie ardennaise, ou histoire des Ardennais qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs vertus ou leurs erreurs. 1830, lire en ligne archive page 137 à 143. Didier Camp Alchimie Occident moderne in dictionnaire critique de l'ésotérisme. Amand Alexis Montet Histoire de français des divers États, aux 5 derniers siècles, 1842, lire en ligne archive. Albert Poisson, Nicolas Flamel, Histoire et légende, réédition à l'Arbre d'Or, citation en 4e de couverture archive. Eliphas Lévy, Histoire de la magie, avec une exposition claire et précise de ses procédés, de ses rites et de ses mystères, 1860, page 345. Fulcanelli Les demeures philosophales, Paris, Jean Chémite, 1930, page 169 réédition Jean-Jacques Pauvert, Paris, 1965, tome 1, page 311. Nicolas Flamel Le livre des figures hiéroglyphiques. Le sommaire philosophique. Le désir désiré, avant-propos de René Allot, étude historique par Eugène Cancelier, texte revu et annoté par Maxime Préau, de Noël, 1970 sur Esoblot Archives. Marie-Claire Dumas 1929 Lieu de rencontre à propos du mystère d'Abraham juif de Robert Desnos inécrit d'ailleurs, Georges Bataille et les ethnologues publié par édition MSH, 1987 lire en ligne archive. Je demande qu'on veuille bien observer que les recherches surréalistes présentent, avec les recherches alchimiques, une remarquable analogie de but. La pierre philosophale n'est rien d'autre que ce qui devait permettre à l'imagination de l'homme de prendre sur toute chose une revanche éclatante et nous voici de nouveau, après des siècles de domestication de l'esprit et de résignation folle, à tenter d'affranchir définitivement cette imagination par le long, immense, raisonné dérèglement de tous les sens et le reste. Peut-on lire sous la plume de Breton dans le second manifeste du surréalisme, œuvre complète 1, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1988, page 819. Tout se passe de même, à notre époque, comme si quelques hommes venaient d'être mis en possession, par des voies surnaturelles, d'un recueil singulier dû à la collaboration de Rimbaud, Lautréamont et de quelques autres et qu'une voix leur eût dit, comme à Flamel-Lange, regardez bien ce livre, vous n'y comprenez rien, ni vous, ni beaucoup d'autres, mais vous y verrez un jour ce que nul n'y saurait voir. Il ne dépend plus d'eux de se ravir à cette contemplation. André Breton, au Conférence internationale du travail, page 818 à 819. Note de Marguerite Bonnet, DIR, dans André Breton, au Conférence internationale du travail, page 1616. Lynn Thorndike, A History of Magic and Experimental Science, vol 5, 1941. Marguerite Yourcenar, Elle œuvre au noir, 1968. Note de l'auteur. Par exemple dans Shadow of Memories, 2001. Brunoy Roy Claude Gagnon, De la Kabbale des philosophes à la littérature des kabbalistes, philosophique, volume 7, no 1, 1980, page de 77 à 84 sur erudit.org archive. En Next Fantastic Beasts Film Reveals New Characters including Nicolas Flamel Archive, sur Pottermore, 5 octobre 2017, consultez le 6 octobre 2017. La Tour Saint-Jacques Archive, sur dumastery.com. Extrait de texte. Guibert de Mai Description de la ville de Paris, 1434, Gobert le souverain escrivain qui composa l'art des escrits près de Télieur Plume, et ses disciples par leurs bien escrits furent retenus des princes, comme le jeune Flamel, du duc de Berry, Sicard, du roi d'Angleterre, Guimin, du grand ministre de Rhodes, Crespi, du duc d'Orléans,
Perrin de l'empereur Sigismundou de Rome item Flamel ls né, escrite 20 qui faisoit tendez au mosné des hospitalités et fit plusieurs maisons où gens de mestieurs de Mourois en bas et du loyer qu'il paie en, est-toi soutenu pauvre laboureur en haut. H. Verlet épitaphié du vieux Paris, 4 les Saints Innocents Paris, 1989, page 125 à 126 cité par Wilkins 1993, page de 49 à 50. Nicolas Flamel épernelle sa femme. Les pauvres âmes trespassées, qui de leurs oirs sont oubliés, requièrent des passants par faille, qu'ils prient à Dieu que merci, veuille avoir d'elle et leur face. Pardon et avoue donc sa grâce. L'église et les lieux de séance sont à Paris moult bien choses, car toute pauvre creature y est requeux à ses palchars, et qui bien y fera swami en paradis et ses amis, qui sait en vain de votement, tous les lundis ou autrement, et de son pouvoir a fait don, indulgence et pardon, escriséant en plusieurs tables, moult nécessaire et profitable, nul ne sait que tel pardon vaille, qui dure quand d'autres bien faillent, de mon paradis pour mes bons amis, descendu jadis pour estre en croix mis. Inscription de la pierre tombale de Nicolas Flamel. Feu Nicolas Flamel y a dit escrit. 20 à l'aise par son testament à l'œuvre de cette église. Certaines, rente et maison qui avoient. À Kest, et à Chits à son 6. 20. Pour faire certains services divins. Et distribution d'argent. Chacun en. Par Osmond tout. Chens les 15-20. L'hostel dit. Et autres églises et hospitaux à Paris. Soit pris pour les trépassés. Nicolas Flamel parisien trouva ce livre composé par Almazati, ce que le dit Flamel même témoigne par ce qui est s'ensuit qu'on a trouvé signé de sa main en un vieil exemplaire. Je Nicolas Flamel, pauvre écrivain et libraire natif de Paris, demeurant au coin de la rue de Marivaux, par la souveraine bonté et grâce de Dieu, trouvait en reliant un livre le livre saille dessus transcript, auquel me suis battu de ceste long thèmes le contenu, lequel livré par la grande grâce de Dieu m'a donné tant de bien, que j'ai conquis seigneurie de cette paroisse autour Paris, étant en effet qu'en mon testament j'ai laissé en Pouzaz Olmos plus de 4000 escus d'or, comme peut ta père par mon testament signé et escript de ma main. Aussi vint elle, sa richesse, aux oreilles du roi, qui envoya chez l'aïe monsieur de Cramoisy, me des requests, pour savoir si ce qu'on l'aille en avoir raconté est toi vers à tabal, mais il le trouva dans l'humilité, se servant même de vaisselle de terre. Mais pourtant on sait par tradition, que Flamel se déclara à l'aïe, l'ayant trouvé honnête homme, et l'aïe donna un matras plein de sa poudre, qu'on dit avoir resté conservé longtemps dans cette famille, qui l'obligea à garantir Flamel des recherches du roi. Récit raconté par l'auteur anonyme de la biographie de l'astrologue Jean-Baptiste Morin, de 1583 à 1656, la vie de maître Jean-Baptiste Morin, docteur en médecine et professeur royal aux mathématiques à Paris, 1660, page de 41 à 44 cité par Albert Poisson Nicolas Flamel, sa vie ses fondations ses œuvres, 1893, page 112 à 114 L'autre personne avec laquelle Morin a souvent pris plaisir de s'entretenir est Monsieur de Chavigny, qui avoit été présent à ls preuve que Dubois fit de sa poudre de projection, à la vue et sous la main du roi, et qui fut chargé de cet or nouvellement fabriqué pour en faire l'examen par l'essayeur de la Monnoie, qui après la dernière épreuve, le déclara plus fin que celui dont on se sert ordinairement, et ce qui le surprit, qu'il soit aisé d'en donner la raison, fut qu'il le trouva plus après l'opération qu'il ne l'estoit auparavant. Or, comme cette histoire, l'une des plus curieuses sans doute de celles qui ont entretenu le siècle présent, a eu des faces bien différentes, j'ai cru qu'il ne serait pas tout à fait corps de propos de là et son véritable jour et de dire à l'honneur de la chimie et pur amour de la vérité qu'il n'y eut aucune fourbe à ls preuve que Dubois fit de sa poudre. Le creuset fut pris sans affectation chez un marchand. Monsieur de Chavigny ramassa dans les bandeaux huilières des gardes des balles de plomb qui furent fondues et sa majesté mit elle-même la poudre qui lui fut donnée en très petite quantité dans un peu de cire, après l'avoir entortillée dans du papier pour la tenir plus facilement. Mais d'où vient donc le traitement que l'on fit à Dubois? C'est un ressort caché de la Providence. Ce que j'en ai appris, est que l'on voulut tirer son secret et soit qu'il s'opiniastra à ne point le donner, ou qu'il ne fût pas l'auteur de la poudre,
Comme il y en a bien de l'apparence, on se lassa de ses remises. On le fit arrester à Ruelle, où il alloit souvent conférer avec son émanance et sous prétexte de la sûreté de sa personne, on l'aille donna le bois de Vincennes et des gardes du corps pour l'aille tenir compagnie. Le régal l'aille sembla bien fâcheux et lui parut d'autant plus rude qu'il n'avoit point cherché, au contraire qu'il avoit fui autant qu'il avait pu, se faire cognoistre à la cour. La nécessité seule est fatale de conserver la liberté qu'il s'estoit procurée par la sortie de son couvent, l'aille ayant fait consentir de se déclarer au père Joseph qui après un examen fort exact et chez les religieuses du calvaire, le déféra à son émanance, ainsi donc au lieu de profiter de ce tractement, il en devient moins tractable, et enfin s'échappa par ses paroles en de si grandes extrémités qu'on ne vit plus rien à faire que de l'aille donner des commissaires, comme sa vie n'avoit pas esté régulière, qu'il eussent fait profession dans un ordre très régulier et très cinq, il ne leur fut pas difficile de trouver des sujets d'exercer la rigueur de la justice souveraine, dont ils estoient dépositaires. Dubois fut condamné à mort pour divers crimes et la souffrit par les mains du bourreau. Mettant sans faux que l'on fait que le procès à son secret, que le cardinal de Richelieu, qui n'estoit point une dupe, l'a depuis fait que rechercher dans un laboratoire, qu'il fit construire à ce dessein dans le château de Ruelle, et dans lequel on a travaillé plusieurs années sur les papiers qui furent saisis à Paris, dans le temps que l'on arrêta ce malheureux à Paris. Henri Sauval, Histoire et recherche des antiquités de la ville de Paris qui ne fut publié qu'en 1724, Histoire et recherche des antiquités de la ville de Paris Paris, Charles Motte et Jacques Chardon, 1724. 3 tomes, les hermétiques qui cherchent partout la pierre philosophale sans la pouvoir trouver, ont tant médité sur quelques portaux de nos églises, qu'à la fin ils y ont trouvé ce qu'ils prétendent. Tandis que ceux-ci ravis de découvrir tant de merveilles à Notre-Dame n'en sauront sortir, de leur côté quelques-uns d'entre eux contemplant attentivement le cheval de bronze du Pont-Neuf, et d'autres encore au haut de la tour Saint-Jacques-la-Bouche mirent de près les figures des 4 coins pour y trouver les hiéroglyphes de Flamel, bien qu'il soit mort en 1417 et que la tour n'a été commencée qu'en 1468, ni le buffle, ni l'aigle ni le lion posé qu'en 1526. Car ce Flamel ici est en telle réputation parmi eux qu'ils ne l'estiment guère moins que Guillaume de Paris, et veulent qu'en 1332 il souffla de sorte que son creuset valut bien le sien, aussi ne sont-ils pas paresseux à visiter souvent tous les lieux qu'il a bâtis. Ils se distillent l'esprit pour quintessencier des vers gothiques et des figures, les unes de rondes bosses, les autres égratignées, comme on dit, sur les pierres tant de la maison du coin de la rue Marivaux, que des 2 hôpitaux qu'il a fait faire à la rue de Montmorency. De là ils vont à Sainte-Geneviève des Ardents, à l'hôpital Saint-Gervais, à Saint-Côme, à Saint-Martin et à Saint-Jacques-la-Boucherie, où l'on voit des portes qu'il a fait construire, et où presque à toutes et encore ailleurs, se remarquent des croix qu'ils tiennent pour mystérieuses. 4 gros chenets de fer dressés près le portail de l'hôpital Saint-Gervais et à la rue de la Ferronnerie, font encore de lui ce qu'ils prétendent, sans savoir pourquoi, ni ce qu'il signifie. Ils en disent autant des demi-reliefs, des figures de rondes bosses et de quelques peintures des charniers de saints innocents, et que même il les a expliquées dans le livre des figures hiéroglyphiques. Cependant, il est certain que ce livre est la traduction d'une pièce latine qu'on n'a jamais vue. Tome 3, pages de 56 à 57. D'après Albert Poisson Nicolas Flamel, Sa vie, ses fondations, ses œuvres 1893, page 110, l'abbé Villain lui-même, rapporte, à titre de légende c'est vrai, le fait suivant. Flamel il y a un nombre d'années fut rendre visite à monsieur de Saleur, alors ambassadeur de France à la Porte. Et ce qui doit plus intéresser puisque le fait est presque présent, l'année dernière 1761, Flamel, Pernelle et un fils qui l'ont eu dans les Indes, ont paru à l'opéra. Un seigneur, instruit du jour où ces hommes merveilleux devaient se montrer, fut au spectacle, accompagné d'un peintre qui devait dessiner les 3 prodiges. Ce passage doit se trouver dans la vie de Nicolas Flamel et de Pernelle, sa femme, 1762, de l'abbé Étienne François Villain notice BNF Archives Thierry Ralaï dans Histoire des centenaires et de la longévité, L'Harmattan, 2007, page 74 précise sans donner de source, qu'il s'agissait de la première d'un opéra comique de Favart, dans une salle de spectacle de la rue Royale, à Versailles lire en ligne archive. Il avait risqué peut-être son âme, et s'était assis dans la caverne à cette table mystérieuse des alchimistes, des astrologues, des hermétiques, dont Averroès,
Guillaume de Paris et Nicolas Flamel tiennent le bout dans le Moyen Âge, et qui se prolonge dans l'Orient, aux clartés du chandelier à 7 branches, jusqu'à Salomon, Pythagore et Zoroastre. C'était du moins ce que l'on supposait, à tort ou à raison. Il est certain que l'archidiacre visitait souvent le cimetière des Saints Innocents où son père et sa mère avaient été enterrés, il est vrai, avec les autres victimes de la peste de 1466, mais qu'il paraissait beaucoup moins dévot à la croix de leur fosse qu'aux figures étranges dont était chargé le tombeau de Nicolas Flamel et de Claude Pernelle, construit tout à côté. Il est certain qu'on l'avait vu souvent longer la rue des Lombards et entrer furtivement dans une petite maison qui faisait le coin de la rue des Écrivains et de la rue Marivaux. C'était la maison que Nicolas Flamel avait bâtie, où il était mort vers 1417, et qui, toujours déserte depuis lors, commençait déjà à tomber en ruine, tant les hermétiques et les souffleurs de tous les pays en avaient usé les murs rien qu'en y gravant leur nom. Quelques voisins même affirmaient avoir vu une fois par un soupirail l'archidiacre Claude creusant, remuant et bêchant la terre dans ces 2 caves dont les jambes étrières avaient été barbouillées de vers et de hiéroglyphes sans nombre par Nicolas Flamel lui-même. On supposait que Flamel avait enfoui la pierre philosophale dans ces caves, et les alchimistes, pendant 2 siècles, depuis Magistri jusqu'au Père Pacifique, n'ont cessé d'en tourmenter le sol que lorsque la maison, si cruellement fouillée et retournée, a fini par s'en aller en poussière sous leurs pieds. Chaussée. Les enfances de Zénon, pourtant Zénon s'inscrivit à Louvain, à l'école de théologie. Les adeptes de Nicolas Flamel reconnurent bientôt dans l'écolier frileux, toujours aussi à lire sous le manteau d'une cheminée, les signes d'une préoccupation alchimique, une petite société d'esprit plus fourreteurs et plus inquiets que les autres ouvrit ses rangs pour l'accueillir. Avant la fin du terme, il regardait de haut les docteurs en robe de fourrure. Peu à peu ce dédain s'étendit à ses amis kabbalistes eux-mêmes, esprits creux, gonflés de vent, gavés de mots qu'ils n'entendaient pas et les régurgitant en formules chaussées. L'abîme, jeune clerc, il avait lu dans Nicolas Flamel la description de l'opus nigrum, de cet essai de dissolution et de calcination des formes qui est la part la plus difficile du grand œuvre. Bibliographie. Document utilisé pour la rédaction de l'article, document utilisé comme source pour la rédaction de cet article. Sources et études anciennes. Guibert de Mai, description de la ville de Paris, 1434, en ligne sur princeton.edu archives. Les bibliothèques françoises de la Croix du Maine, 1584, lire en ligne archives et de Antoine Duverdier, 1585, lire en ligne archives article Nicolas Flamel. Pierre Borel, tresseur de recherche et antiquités gauloises et françoises, 1655, article Nicolas Flamel, page 158-163 lire en ligne archives. Henri Sauval, de 1623 à 1676, Histoire et recherche des antiquités de la ville de Paris, publié en 1724. Nicolas Langlais du Fresnoy, JMDR. Jean Mogin de Richebourg, William Salmon, Bibliothèque des philosophes chimiques, 1741, lire en ligne archives. Étienne François Villain, Essai d'une histoire de la paroisse de Saint-Jacques la Boucherie, où l'on traite de l'origine de cette église, de ses antiquités, 1758, lire en ligne archives. Étienne François Villain, Histoire critique de Nicolas Flamel et de Pernelle sa femme, recueilli d'actes anciens qui justifient l'origine et la médiocrité de leur fortune contre les imputations des alchimistes. On y a joint le testament de Pernelle et plusieurs autres pièces intéressantes, 1761, lire en ligne archives. Jacques Albin Simon Collin de Plenzy, Dictionnaire des sciences occultes ou Répertoire universel des êtres, des personnages, des livres, 1846, lire en ligne archives. Monsieur Vallet de Viriville, des ouvrages alchimiques attribués à Nicolas Flamel in mémoire de la Société nationale des antiquaires de France, 1857, page 172-197 lire en ligne archives. Louis Figuier, L'alchimie et les alchimistes, essai historique et critique sur la philosophie hermétique et Hachette et compagnie, 1860, lire en ligne archives chapitre Nicolas Flamel, page 195-230. Albert Poisson. Nicolas Flamel, sa vie, ses fondations, ses œuvres. Suivi de la réimpression du livre des figures hiéroglyphiques de Nord Flamel et de la lettre de Dom Purnati à l'abbé Villain avec la réponse de ce dernier, 1893,
Reid. Nicolas Flamel Histoire et légende lire en ligne archive, extrait. Nicolas Flamel Le livre des figures hiéroglyphiques. Le sommaire philosophique. Le désir désiré, avant-propos de René Allo, étude historique par Eugène Cancelier, texte revu et annoté par Maxime Préau, de Noël, 1970. Élie Charles Flamand, Nicolas Flamel, sa vie, ses œuvres. Le sommaire philosophique Le livre des laveurs Le bréviaire Les figures hiéroglyphiques, édition Pierre Belfond, 1973, réédité par le Courrier du Livre en 1989. Ouvrage et études historiques modernes. Claude Gagnon, description du livre des figures hiéroglyphiques attribué à Nicolas Flamel suivi d'une réimpression de l'édition originale et d'une reproduction des 7 talismans du livre d'Abraham, auxquels on a joint le testament authentique du dit Flamel, édition de l'Aurore, Montréal, 1977. Didier Camp, texte établi et présenté par Nicolas Flamel écrit à Alchimique, Les Belles Lettres, collection. Aux sources de la tradition, 1993. Document utilisé pour la rédaction de l'article. Nigel Wilkins, Nicolas Flamel. Des livres et de l'or, Imago, 1993, présentation en ligne archive. Document utilisé pour la rédaction de l'article. Claude Gagnon, Nicolas Flamel sous investigation, suivi de l'édition annotée du livre des figures hiéroglyphiques, Loup de Gouttière, 1994. Marcel Aubert, La maison dite de Nicolas Flamel rue Montmorency à Paris, Librairie Lacour, 1992. Claude Gagnon, François Béroald de Verville alias Nicolas Flamel, L'invention du livre des figures hiéroglyphiques, Presse philosophique, 2021. Article. Robert Halleux, Le mythe de Nicolas Flamel ou les mécanismes de la pseudépigraphie alchimique, in Archives internationales d'histoire des sciences, Oxford, 1983, volume 33, no 111, pages 234 à 255. Didier Camp, Recherche sur l'alchimie française des 15e, 16e et 17e siècles, Chrysopia, Milan, Archer, no 5, de 1992 à 1996, pages 321 à 452. Deuxièmement, un témoin précoce de la naissance du mythe de Flamel alchimiste, le livre Flamel, fin du XVe siècle, pages 387 à 429. Troisièmement, un compagnon de fortune de Nicolas Flamel, Jacques Coeur alchimiste, pages 431 à 437. Claude Gagnon. Découverte de l'identité de l'auteur réel du livre des figures hiéroglyphiques, Anagrome, Paris, édition Maisonneuve et La Rose, no 7 à 8, 1976, pages 106 à 107. Nicolas Flamel, 1399, = François Béroald de Verville, vers 1590. La place de Nicolas Flamel dans l'histoire des sciences, in comprendre et maîtriser la nature au Moyen Âge, mélange d'histoire des sciences offert à Guy Beaujouan, Champion, 1994, lire en ligne archive. Isaac Newton lecteur de Nicolas Flamel, in Chrysopoa, tome 5, de 1992 à 1996. Pages 733 à 738. Le livre d'Abraham le Juif ou l'influence de l'impossible in Camp et Maton, Alchimie, Art, Histoire et Mythe, 1995. Comparaison des deux versions latines du livre des figures hiéroglyphiques attribuées à Nicolas Flamel, pages de 61 à 70 in Richard Caron, Antoine Fèvre, Jacqueline Godouin, Wu-T-J-N Graaf, Ésotérisme, Gnose et imaginaire symbolique, mélange offert à Antoine Fèvre, Peters Publishers, 2001. Autres études. Gilbert Proutot, Le fabuleux secret de l'alchimiste. Nicolas Flamel prophète ou imposteur. 1999, édition. Christian de Bartilla. Jean-Michel Varenne, Nicolas Flamel son histoire, sa personnalité, ses influences, 2004, édition. De Vecchi. Roger Facon, Fulcanelli et les alchimistes rouges, les éditions de l'île du Sphinx, 2016, 140 pages. ISBN 9 791 091 506 496. Virginie Tillman, Nicolas Flamel. Un écrivain public en quête d'immortalité,
Alors, Marabout, collection Histoire et Mystère, 1996, 262 pages. Voir aussi. Sur les autres projets Wikimedia. Nicolas Flamel, sur Wikimedia Commons. Nicolas Flamel, sur Wikisource. Article connexe. Alchimie. Pierre philosophale. Histoire de Paris au Moyen Âge. Journal d'un bourgeois de Paris. Rue Nicolas Flamel, à Paris. Rue Pernelle, à Paris. Littérature française du Moyen Âge. Lien externe. Notice d'autorité, fichier d'autorité internationale virtuel international standard name identifié signe Bibliothèque nationale de France, données, système universitaire de documentation Bibliothèque du Congrès de Sam Nordatei Bibliothèque nationale de la Diète Bibliothèque nationale d'Espagne Bibliothèque royale des Pays-Bas Bibliothèque nationale de Pologne Bibliothèque nationale d'Israël Bibliothèque universitaire de Pologne Bibliothèque nationale de Catalogne Bibliothèque nationale de Suède Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale Bibliothèque apostolique Vatican Autorité Canadiana Wildcat. Notice dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes. Dutch Biographie Archive Encyclopædia Britannica Archive Encyclopædia Universalis Archive. Ressources relatives à la bande dessinée, en Tamikvin Archive. Les figures hiéroglyphiques attribuées à Nicolas Flamel précédées de La maison de Nicolas Flamel, une lettre de Dom Purnati sur Flamel Archive, texte, illustrations, et divers commentaires alchimiques sur delboy.club.fr. Le désir désiré archive sur delboy.club.fr. Le bréviaire de Flamel archive sur delboy.club.fr. En Various Pieces of Nicolas Flamel archive, œuvre attribuée à Nicolas Flamel sur levati.com. Gérard de Nerval et la légende de Nicolas Flamel archive, site personnel. Le fabuleux grimoire de Nicolas Flamel archive, le tribunal de l'impossible, 25 novembre 1967, extrait des archives de l'INA. Au cœur de l'histoire, un alchimiste à Paris, Nicolas Flamel, Franck Ferrand, archive avec Didier Camp, sur Europe 1. 18 février 2019. Icône décorative portail de la littérature française. Icône décorative portail du Moyen Âge tardif. Cet article est reconnu comme article de qualité depuis sa version du 3 juillet 2009, comparé avec la version actuelle. Pour toute information complémentaire, consultez sa page de discussion et le vote l'ayant promu. Catégorie: alchimiste du Moyen Âge. Pseudo-alchimiste, écrivain médiéval de langue française, écrivain français du XIVe siècle. Copiste et date de naissance incertaine, XIVe siècle, décès en mars 1418, décès à Paris.